Je m'appelle Cole et je suis mariée depuis 6 ans. J'ai toujours eu un don pour bricoler et créer des choses, et il s'est avéré que beaucoup de gens étaient intéressés par ce que j'ai créé. J'ai même déposé quelques brevets pour quelques gadgets astucieux. Lorsque j'ai vendu ces brevets, j'ai décidé de jouer la carte de la sécurité et j'ai mis l'argent dans un fonds fiducie jusqu'à ce que je puisse déterminer mon prochain mouvement. À l'époque, j'avais 22 ans, j'avais récemment terminé mon service de 3 ans dans l'armée en tant que technicien de réparation d'équipement médical. C'est pendant mon séjour dans l'armée que j'ai découvert mon amour pour le travail et la réparation d'équipements. Alors, pendant la journée, j'ai décroché un emploi de réparation d'équipements de boulangerie dans une boulangerie de gros, et le soir, je frappais les livres, poursuivant mon diplôme en génie électrique. En plus de tout cela, je sortais occasionnellement avec quelques dames de mes jours d'école secondaire, et quelques-unes que j'ai rencontrées après avoir quitté l'armée. Un vendredi soir, je me suis retrouvée dans un bar local, en sirotant une bière et en observant la scène. Par chance, j'ai aperçu l'un de mes collègues assis dans un bus avec quelques autres dames. Puisque le bar était bondé, j'ai rassemblé mon courage pour demander si je pouvais me joindre à eux. Après avoir obtenu l'approbation de tout le monde, je me suis installée dans le bus et je me suis présentée à Joanne, qui m'a présentée à ses compagnes de bus, Sandra et Carole. Sandra m'a immédiatement attiré l'œil, mais Carole ne m'a pas plu. Ce n'est pas qu'elle m'agaçait, nous n'avions tout simplement pas cette connexion. Elle n'était pas méchante ou quoi que ce soit, nous n'avions tout simplement pas cette chimie. Sandra s'est gentiment déplacée pour que je puisse m'asseoir à côté d'elle dans le bus, et Joanne et moi avons rattrapé notre retard sur nos vies en dehors du travail. J'ai essayé de démarrer une conversation avec Carole, mais il semblait que nous parlions des langues différentes. Nous ne pouvions tout simplement pas sembler trouver un terrain d'entente. Sandra était complètement absorbée pendant que j'essayais de me mieux d'engager Carole dans une conversation. Cependant, il est devenu évident que mes efforts étaient vains. Sandra m'a ensuite demandé de me déplacer afin qu'elle puisse utiliser les toilettes. Tout à coup, je me suis retrouvée seule dans la cabine alors que les dames se réunissaient pour une réunion du comité. Au moins, elles m'ont confié la tâche de surveiller leur sac à main. Une fois la réunion terminée, Joanne est revenue et a rapidement rassemblé ses affaires et celles de Carole. Elle nous a informés, Sandra et moi, que Carole ne se sentait pas bien et qu'elle l'emmenait chez elle. Cela m'a laissée seule avec Sandra, créant une atmosphère inconfortable pendant quelques instants. Je lui ai demandé si elle voulait partir ou si je devrais partir. Elle a refusé les 2 options et m'a remercié d'avoir essayé de converser avec Carole. Il s'est avéré que Carole avait découvert que son fiancé la trompait avec une ex-petite amie, ce qui avait refroidi son humeur pour la soirée. Comme si nous étions les seules personnes présentes dans l'ensemble de l'endroit, Sandra et moi avons conversé après quelques heures remplies de bière et de pizza. Je suis parvenue à la convaincre de me donner son numéro de téléphone, en promettant de l'appeler. En nous préparant à partir, je lui ai proposé de l'emmener, mais elle a refusé car elle avait sa propre voiture garée là. Le lendemain, je l'ai appelée et nous avons organisé un rendez-vous pour le week-end suivant. Nous sommes allés à une pièce de théâtre dans un théâtre local, ce qui s'est avéré être la première expérience en direct de Sandra. Elle est devenue instantanément une fan. Après la pièce, nous avons dîné ensemble, ce qui était agréable et a conduit à d'autres rendez-vous. Nous sommes finalement devenus exclusifs et avons commencé à sortir ensemble jusqu'à ce que je termine mon diplôme. J'ai obtenu un emploi en tant qu'assistant ingénieur dans une entreprise de sous-traitance électrique locale et j'ai demandé à Sandra de m'épouser. Elle a accepté avec joie. 18 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Carole a servi de demoiselle d'honneur, tandis qu'elle était demoiselle d'honneur. C'était un magnifique mariage, et la réception était remplie de joie et de rire. Je l'ai déjà mentionné, mais je suis toujours un bricoleur depuis mes jours de lycée. J'ai même obtenu quelques brevets de boulangerie et d'équipements de restaurant commercial appréciés par l'industrie. Pour tout gérer, j'ai créé ma propre entreprise en travaillant comme ingénieur électricien en génie civil. Je m'assurais que tout l'argent allait dans un compte d'entreprise, alors j'avais quelque chose qui était à moi. Grâce à l'entreprise, j'ai réussi à acheter la maison que nous louions. Les choses se passaient vraiment bien pendant environ 3 ans. J'ai été promu ingénieur en chef sur un grand projet de construction, et Sandra a trouvé un nouveau travail dans le quartier. Elle a cru que puisque nous étions financièrement stables,
C'était le moment idéal pour fonder une famille. Nous avons tout essayé pour la mettre enceinte, mais rien ne semblait fonctionner. Après 2 ans, nous sommes finalement allés voir un spécialiste et avons découvert que, en raison d'une blessure que j'avais eue au service, mon compte de sperme était extrêmement faible, et les spermatozoïdes que je produisais n'étaient pas mobiles. Sandra est devenue bouleversée et notre vie sexuelle s'est arrêtée. C'était comme si quelqu'un avait retourné un interrupteur. J'ai toléré cela pendant environ 7 mois, mais j'ai finalement atteint mon point de rupture. Je me suis assis avec elle et lui ai dit, « Je déménage. Il est clair que tu ne veux plus d'intimité avec moi. Ce n'est pas ma faute que je sois infertile. Si avoir des enfants est plus important pour toi que notre vie ensemble, peut-être devrions-nous envisager le divorce. » Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle ne voulait pas le divorce et qu'elle ne voulait pas que je parte, qu'elle est juste si déçue que nous n'aurons pas d'enfants et qu'elle a oublié à quel point je comptais pour elle et qu'elle essaierait de s'améliorer. Je lui ai répondu, cela ne résoudra pas nos problèmes. Vos tentatives pour être meilleures sont tout aussi problématiques. C'est tout aussi problématique que ce que nous traversons actuellement. Je ne veux pas que tu essaies, je veux que tu aies vraiment envie de t'améliorer. Je ne serai pas loin, et si tu as jamais besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours m'appeler. Je suggère que nous cherchions un conseiller conjugal. Si tu n'es pas ouvert à cela, alors tu devrais envisager de suivre une thérapie toi-même. Je t'aime avec tout mon cœur, et je ne pars pas juste parce que nous n'avons pas été intimes. Mais je ne peux pas supporter d'être près de toi quand ta douleur me cause tant de tourments. J'ai fini de parler. Elle resta un moment silencieuse avant de demander, « Où iras-tu? Que seras-tu? Quand reviendras-tu? Comment sauras-tu si je m'améliore? S'il te plaît, ne pars pas. » Pour répondre à tes questions, je serai toujours dans la ville. Je continuerai à travailler, et je ne t'abandonnerai pas parce que je t'aime. Cependant, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Ta douleur me fait si mal que j'ai peur qu'elle ne se transforme en colère. Ma mère m'a offert un endroit où rester dans l'appartement au-dessus de son garage, et tes parents t'ont offert un appartement dans leur immeuble. Je ne serai pas loin. S'il te plaît, cherche de l'aide. Je ne peux pas supporter la douleur que tu me causes. Je reviendrai quand je pourrai voir que tu m'aimes assez pour ne pas frémir quand je te touche. Elle a baissé la tête, a pleuré et a soudainement rugi contre moi. D'accord. Side tip. Par quand les choses se compliquent. Va-t'en. Side tip. Je consulterai un avocat avant de voir un maudit thérapeute. Va-t'en. Ces mots sont venus d'une femme qui n'aurait même pas dit un gros mot. J'ai été pris au dépourvu. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la chambre à coucher et j'ai commencé à ranger mes affaires. Des larmes coulaient sur son visage alors que je rangeais. J'ai chargé ma voiture et j'ai connecté la petite remorque que nous utilisions pour le camping. Il n'était même pas proche d'être plein, mais j'espérais ne pas être parti trop longtemps. J'ai conduit pendant environ 20 minutes jusqu'à la maison de ma mère et j'ai commencé à décharger. Après quelques heures, ma mère est montée me voir et m'a dit que Sandra était au téléphone. Je lui ai dit de bien vouloir prendre un message ou de lui demander de m'appeler sur mon téléphone portable, que je ne pense pas être prêt pour plus après cette dernière dispute. J'ai dit, « Maman, je suis désolée que tu sois au milieu de ça. Je aime Sandra tellement, mais ça devient si difficile d'obtenir un simple baiser d'elle. Je ne sais pas si vous voulez l'entendre, mais nous ne sommes pas intimes depuis que j'ai découvert que je suis incapable d'avoir des enfants. Sandra veut une famille, et j'ai même proposé de divorcer si cela la rendrait heureuse. Je suis perdue et je ne sais pas quoi faire. J'espère que le fait de déménager la choquera assez pour qu'elle réalise la douleur qu'elle cause. Si ce n'est pas le cas, je resterai peut-être ici pendant un certain temps. » J'ai dit bonne nuit à ma mère et je suis allée me coucher. Le lendemain, 2 policiers se sont présentés sur le chantier de construction et ont demandé à me parler. Ils ont dit qu'ils suivaient une affaire de cambriolage dans ma maison la nuit précédente. J'ai été choquée. Ils ont expliqué qu'une personne avait tenté de cambrioler ma maison par la fenêtre du sous-sol vers 3 heures du matin. Ma femme avait appelé la police, et lorsqu'ils sont arrivés, l'intrus s'est enfui. Ils m'ont demandé pourquoi quelqu'un ciblerait ma maison pour un cambriolage.
Je leur ai parlé des divers gadgets que j'avais et de certains sur lesquels je travaillais actuellement. Je leur ai dit que j'avais temporairement déménagé et que je rentrerais à la maison ce soir-là pour évaluer la situation. Ils ont ensuite révélé la nouvelle choquante: Monsieur, il a fallu emmener votre femme à l'hôpital. Il semble qu'elle ait eu une crise psychotique. Elle n'est pas en danger, mais l'agent de police qui a répondu à l'appel a mentionné qu'elle était hystérique. Elle est actuellement dans le service psychiatrique de l'hôpital. Elle a demandé à l'homme avec qui elle était de quitter la maison. J'y vais la voir tout de suite. Ne vous inquiétez pas pour mes affaires, elles ne valent pas un seul de ses cheveux. Je l'ai assuré. Je vous prie de transmettre mes remerciements à tous les agents concernés. Je ferai tout mon possible pour résoudre ces problèmes. Ce n'est que le lendemain que je me suis rendu compte qu'il y avait un homme avec elle pendant l'incident. À mon arrivée à l'hôpital, on m'a informé que j'étais sur la liste des visiteurs exclus et que je ne serais pas autorisée à voir Sandra. J'ai demandé qui avait établi la liste, et on m'a dit que Sandra et les médecins y avaient contribué. Pour mon grand désarroi, ma femme m'y avait inscrit. J'étais furieux. À ce moment-là, j'ai décidé que cela suffisait. Je suis retournée à l'appartement et j'ai bougonné pendant un moment avant de décider d'agir. Tout d'abord, j'ai appelé l'hôpital et demandé à parler au médecin. Il m'a rappelé rapidement et m'a informé que j'étais également exclue des mises à jour médicales. Cela n'a fait qu'augmenter ma colère. Ensuite, j'ai contacté ses parents et leur ai parlé de la situation. Ils ont exprimé leur désaccord avec ces actions et ont promis de me tenir informée. Je me suis remémoré les événements des derniers jours et j'ai expliqué comment son comportement m'avait conduit à croire que déménager était la bonne décision. Après avoir laissé les parents de Sandra s'occuper de leurs propres affaires, j'ai composé le numéro de ma mère. Elle avait travaillé comme parajuriste avant de prendre sa retraite, alors je lui ai demandé conseil pour trouver un bon avocat du divorce. J'ai expliqué que Sandra m'avait complètement exclue de sa vie, et peut-être mes actions la inciteraient à demander de l'aide. Je lui ai suggéré que, peut-être grâce à un divorce, elle pourrait avoir les enfants qu'elle semblait fixer. Réticent, ma mère m'a fourni le nom d'un avocat. Je l'ai remercié et lui ai permis de reprendre ses activités. J'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai appelé la police pour obtenir une copie du rapport pour mon assurance. Ils m'ont dit qu'ils seraient prêts dans une demi-heure, mais je devais le récupérer en personne. Quand j'ai obtenu le rapport, quelque chose ne collait pas. La fenêtre cassée n'était que de 6 pouces de haut et 24 pouces de large, ce qui rendait impossible l'entrée de quiconque. En plus de cela, il n'y avait que de petites empreintes de pas autour de la fenêtre, peut-être appartenant à une femme ou un enfant. Et pour rendre les choses encore plus étranges, il y avait une autre personne dans la maison nommée John qui était habillé en robe à 3 heures du matin avec Sandra. Le nom de John m'a fait sonner une cloche, mais je ne pouvais pas tout à fait placer où je l'avais entendu auparavant. Selon le rapport, ni Sandra ni John n'ont vu qui a tenté de s'introduire, mais Sandra était vraiment bouleversée que leur nom soit dans le rapport de police. Soudain, ça a fait tilt. Je me suis souvenu que John était un associé aux ventes chez elle, où je l'avais rencontré une fois auparavant. J'ai également rappelé que sa femme était la propriétaire de l'entreprise. Que diable faisait-il dans ma maison à une heure aussi étrange? Le lendemain, j'ai appelé l'avocat, m'attendant à un homme, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une femme. J'ai pris rendez-vous avec elle plus tard dans la journée. J'ai ensuite appelé mon lieu de travail et informé qu'elle pouvait gérer tout pendant que je prenais le reste de la semaine comme congé personnel. Mon patron a immédiatement appelé, insistant pour que je vienne travailler tout de suite. Je lui ai expliqué la situation d'urgence, et il m'a accordé un congé. À mon arrivée au bureau de l'avocat, j'ai demandé une procédure de divorce et une action en justice contre le bureau où Sandra et John travaillaient. J'ai également demandé un avis d'expulsion possible car la maison appartenait à mon entreprise et Sandra n'en avait aucune propriété. Nous n'étions que des locataires dans cette maison, appartenant à l'entreprise que j'avais établie pour promouvoir mes brevets et gadgets. J'ai expliqué que j'avais un rapport de police prouvant qu'il y avait un homme chez Sandra à 3 heures du matin. J'ai également mentionné que j'avais temporairement quitté la maison en raison de certains problèmes entre nous, et que, par coïncidence, l'homme était là le même soir où je suis partie. Elle m'a informé que Sandra était actuellement en congé forcé à l'hôpital, couvert par mon assurance.
Elle a dit qu'elle lèverait le blocage des informations médicales seulement si je l'autorisais à payer. Elle a ensuite suggéré que je revienne immédiatement dans la maison. Elle m'a également conseillé de contacter la banque pour fixer des limites de retrait sur tous les comptes joints et d'annuler toutes les cartes jointes de retrait d'espèces. Après avoir réglé toutes les affaires bancaires, je suis retournée à la maison et j'ai découvert John en essayant d'entrer. J'ai garé ma voiture dans l'allée, bloquant son chemin, et il a commencé à s'approcher de moi. En réponse, j'ai rapidement composé le numéro de ligne d'urgence non urgente sur mon téléphone portable et demandé à parler à un agent. Alors qu'il s'approchait et me faisait des signes pour baisser la fenêtre, j'ai ressenti un sentiment de soulagement en sachant que j'avais pris les mesures nécessaires pour me protéger. Fenêtre, j'ai secoué la tête non, et au lieu de cela, je lui ai montré mon idée de mon portefeuille. Elle a immédiatement pris la fuite dans la rue. J'ai ri et j'ai demandé à l'agent si la police avait des informations sur les dommages causés par le cambriolage à ma maison. Ils m'ont informé que les seuls dommages étaient une fenêtre cassée causée par un voisin ivre qui s'était égaré dans l'allée. Elle a heurté la fenêtre lorsque sa clé n'a pas fonctionné sur la porte. Et puis elle s'est enfuie. Donc, le jour suivant, elle a appelé le poste de police et a promis de payer pour les dégâts. J'ai pénétré dans la maison et suis entrée dans ce qui était notre chambre à coucher, pour découvrir des vêtements d'homme dans les tiroirs du commode que j'avais précédemment vidés. J'ai fouillé dans tous les placards et tiroirs, récupérant les vêtements qui ne m'appartenaient pas. Avec un tas en main, je suis sortie dans le garage où nous avions notre incinérateur secret, totalement illégal. Espérant le retour de John, j'ai laissé la porte de garage grande ouverte. Et comme par magie, au moment où je jetais la dernière charge dans le brasier, il est apparu. Un sourire s'est glissé sur mon visage alors qu'il s'approchait de la porte. Je l'ai appelé, curieux de ses intentions. À la vue de mes actes, il a simplement secoué la tête et est entré dans le garage. Je suppose que je le mérite, a-t-il admis. Je croyais que Sandra était divorcée. Elle prétend que vous l'avez quittée pour une autre femme il y a 6 mois. Je lui ai répondu, alors, tu pensais pouvoir emménager? Eh bien, laissez-moi vous remettre les pendules à l'heure. C'est moi qui loue cette maison, et Sandra n'a pas versé un seul centime pour le loyer. Elle n'a aucun droit dessus. Je suis partie il y a 3 jours à cause d'une querelle temporaire avec ma femme. Et croyez-moi, l'avocate de la compagnie de votre femme aura de mes nouvelles bientôt. Son visage est devenu pâle, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Au fait, j'ai ajouté, lorsque vous rendez visite à Sandra, veuillez l'informer que tous ses biens seront déplacés dans la maison de ses parents une fois qu'elle sera libérée. Oh, et dis-lui que je comprends enfin la raison du gel. Dernière chose, j'ai crié, incapable de contenir ma colère, combien de temps durez-vous avec ma femme? Il est resté silencieux, montant rapidement dans sa voiture alors que je lui ouvrais la porte. Une fois parti, je suis retournée à la maison et j'ai appelé un serrurier. Pour conclure l'après-midi, j'ai fait des copies du rapport de police. J'en ai fait une pour ma compagnie d'assurance au cas où. Une autre copie a été faite pour les parents de Sandra au cas où ils essaieraient de me blâmer pour tout. Puis je l'ai placée dans notre coffre-fort du sous-sol. Quant à l'original, je prévoyais de le garder dans mon coffre-fort personnel à la banque. Dans cette boîte, j'avais tous les papiers de brevet et un livre de banque où je stockais l'argent que j'avais gagné grâce aux accords de licence de brevet. L'argent de mon travail et environ 10% des revenus des brevets étaient sur nos comptes joints, ce qui est tout l'argent que Sandra connaît. Ce n'est pas beaucoup, mais cela devrait suffire si nous nous séparons un jour. Je gardais l'argent caché parce que je voulais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Sandra a découvert la maison, alors elle ne pourrait pas la réclamer lors d'un divorce. Ce n'était pas un point de rupture cependant. Le lendemain matin, j'ai passé mon temps à emballer tous les vêtements, le maquillage, les produits de toilette et toutes les photos qui ne me représentaient pas. Nous avions quelques boîtes stockées que nous avons démontées et utilisées à cette fin. Dans l'après-midi précoce, le serrurier est arrivé et a changé les serrures. Après cela, j'ai emmené toutes les boîtes chez les parents d'elle et leur ai remis une copie du rapport de police. Elles n'étaient pas enthousiastes, mais elles ont accepté les articles. Je suis partie sans autre discussion. Mon avocat m'a informé que la menace de non-paiement était suffisante pour obtenir toutes les informations médicales.
Il s'avère que Sandra était enceinte d'environ 6 semaines et a paniqué lorsqu'elle a réalisé que la police trouverait John au domicile pendant cette période. Elle a même crié sur les officiers qui sont venus enquêter sur le cambriolage. Finalement, elle a commencé à crier et à pleurer de manière incontrôlable. Les officiers ont dû la maîtriser et elle a été admise pour une évaluation psychiatrique de 14 jours. Malheureusement, elle a perdu le bébé, ce qui l'a poussée encore plus. Les médecins voulaient la garder pendant 90 jours, car elle était presque suicidaire. Ils ont également remarqué que ses niveaux d'hormones étaient élevés, comme si elle avait pris des médicaments de fertilité. Cependant, ils ne pouvaient pas trouver de prescription des médecins qu'elle prétendait traiter elle. Le choc de la grossesse a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'ai clairement fait savoir à mon avocat que, une fois Sandra sortie de l'hôpital, je voulais qu'elle soit servie avec les papiers du divorce. Je lui ai expliqué que j'ai des problèmes de fertilité et que les quelques spermatozoïdes que j'ai sont endommagés. Je lui ai également conseillé d'engager immédiatement une action en justice contre l'entreprise en raison de sa stricte politique de non-fraternisation. Je lui ai dit de rendre le processus douloureux pour elle, mais de ne pas en faire trop. En tant que partie du règlement, les deux parties devaient être licenciées sans aucune recommandation ou paquet de départ. Le procès contre l'entreprise a été déposé rapidement et l'avocat de John m'a informé que son épouse était prête à se battre. Mon avocat a informé l'avocat opposé qu'ils avaient des preuves de comportement inapproprié de la part des deux parties. Bien qu'elle n'ait pas mentionné la grossesse, elle a soulevé le rapport de police de John étant au domicile à 3 heures du matin. Le représentant juridique de l'entreprise a été pris au dépourvu par ces informations, car son client ne lui en avait pas parlé. Mon avocat a supposé qu'elle ne devait peut-être pas en être consciente. À l'audition de son nom, l'avocat a suggéré un règlement. Après que les avocats se soient réunis à nouveau, un règlement a été conclu. J'ai reçu une somme d'argent raisonnable, et John et Sandra ont été licenciés de leur poste. L'épouse de John a engagé des procédures de divorce sur la base du rapport de police. Il lui avait menti, prétendant qu'il se rendait sur un site client ce soir-là pour commencer tôt. Je l'ai appris d'un collègue de Sandra au bureau. Sandra a quitté l'hôpital avant que les papiers de l'engagement ne soient déposés. Elle a été servie avec les papiers du divorce par la suite et a ensuite disparu. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis plus d'1 an. Elle a cependant signé et retourné les papiers du divorce, mais n'a demandé rien du mariage, pas même sa part due. Environ 15 mois plus tard, elle m'a envoyé une lettre d'excuse. Elle est venue d'un petit village du Montana. Elle n'a pas donné beaucoup de détails sur sa vie depuis le divorce. La lettre n'était qu'une façon pour elle de dire qu'elle était désolée pour la douleur qu'elle m'avait causée. Merci d'avoir écouté. S'il vous plaît, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour écouter d'autres histoires. Prenez soin de vous.